La blessure la plus profonde ne vient pas de l'ennemi déclaré, mais de celui qui partage notre sang. Ce n'est pas le coup porté par un étranger qui marque le plus, mais le mensonge dit d'une voix douce par celui qui devrait être un refuge sûr. C'est le drame le plus cruel de la vie adulte, découvrir qu'au sein de la famille, la manipulation peut être aussi sophistiquée que dans le jeu politique. Machiavelli, dans sa lucidité froide, avertissait déjà. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur héritage. Cette phrase, si souvent citée, révèle quelque chose d'essentiel. Lorsque les intérêts entrent en conflit, même les liens les plus sacrés peuvent être rongés par le calcul et la fausseté. Vous qui avez dépassé la cinquantaine ou la soixantaine, vous le savez par expérience. Avec le temps, nous apprenons que la famille n'est pas seulement un refuge, mais souvent aussi une scène. Et sur cette scène, le mensonge ne se présente pas comme un ennemi frontal, mais comme un théâtre soigneusement mis en scène. Il est fait de mots doux, de questions qui semblent innocentes, mais qui cachent un piège. Ce sont des phrases qui nous amènent à douter de nous-mêmes, à céder, à croire à des histoires fragiles uniquement pour éviter les conflits. C'est ainsi que s'élève le véritable théâtre du mensonge au sein des foyers. Machiavel n'a jamais idéalisé l'être humain. Pour lui, les gens oscillent entre la vertu et la nécessité, entre le désir et la peur. Et au sein de la famille, il n'en va pas autrement. L'enfant qui ment pour justifier ses choix, le frère qui déforme les faits pour obtenir un avantage, le parent qui dissimule ses défauts derrière des phrases toutes faites, tous utilisent, consciemment ou inconsciemment, des stratégies de pouvoir. C'est douloureux à admettre, mais le lien du sang ne suffit pas à éliminer la manipulation. Au contraire, plus nous sommes proches, plus nous sommes vulnérables à ces petites armes psychologiques. Et la forme la plus dangereuse de cette manipulation ne réside pas dans les cris ou les accusations directes, mais dans les questions empoisonnées. Des questions qui semblent chercher le dialogue, mais qui sont en réalité des déguisements de contrôle. Tu ne me fais pas confiance? Pourquoi doutes-tu toujours de moi? Tu penses que je te ferai ça? Chacune de ces phrases, prononcées naturellement, sont des pièces d'un échiquier machiavélique. Elles sont comme des fils invisibles qui tentent d'emprisonner la victime, la forçant à se justifier, à reculer, à se sentir coupable. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus il devient difficile de distinguer la vérité de la mise en scène. À 50, 60 ou 70 ans, nous avons déjà vu beaucoup de masques tomber, mais nous savons aussi que certains restent en place. C'est pourquoi reconnaître ce jeu de manipulation n'est pas seulement une question d'intelligence, c'est une question de survie émotionnelle. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais d'apprendre à identifier quand une question ne cherche pas une réponse, mais le pouvoir. L'introduction de cette vidéo invite à se pencher sur ses propres histoires. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé sans voix face à une question apparemment innocente? Combien de fois avez-vous senti que vous ne pouviez pas répondre sans devenir coupable? C'est dans cette zone grise, entre l'affection et la manipulation, que le menteur familial construit sa force, et c'est précisément là que Machiavel devient utile. Il n'enseigne pas à faire aveuglément confiance à la bonté, mais à voir la réalité telle qu'elle est, sans illusion. À partir de là, nous allons révéler 7 questions classiques que les menteurs au sein de la famille utilisent pour manipuler. Chacune d'entre elles est comme une clé de lecture. Lorsque vous reconnaissez le schéma, le mensonge perd de sa force. L'objectif n'est pas de créer de la paranoïa, mais d'offrir de la lucidité. Car, comme le disait Machiavel lui-même, celui qui ne comprend pas les règles du jeu du pouvoir finit par être joué par elles. Au sein de la famille, cela signifie vivre prisonnier d'un théâtre qui se répète tous les jours. La solution consiste à reconnaître les scénarios cachés et, avec sagesse, à ne plus en être victime. Parmi toutes les armes utilisées par un menteur au sein de la famille, peu sont aussi efficaces que l'appel à la confiance. Cette question « Tu me fais vraiment confiance ?» semble simple, voire naïve. Mais en réalité, c'est un piège soigneusement tendu. Elle déplace le centre de la conversation. Au lieu que le menteur doive prouver sa sincérité, c'est la victime qui se voit obligée de justifier sa méfiance. Ainsi, en un clin d'œil, l'accusateur devient l'accusé, et le manipulateur se place en position de victime. Dans Le Prince, Machiavel expliquait que le souverain n'a pas besoin d'être vertueux en réalité, mais d'apparaître comme tel. L'apparence d'honnêteté est plus utile que l'honnêteté elle-même, car elle soutient l'image publique, qui est la base du pouvoir. Le menteur familial suit ce même raisonnement. Il ne se soucie pas tant d'être digne de confiance
que de maintenir le masque de la fiabilité. Quand il pose la question « Tu me fais vraiment confiance ?», il ne cherche pas une réponse sincère. Il cherche à renforcer son image auprès des autres et à inverser la logique de la situation. L'impact psychologique de cette phrase est profond, surtout chez ceux qui ont dépassé la cinquantaine et qui portent en eux le poids de décennies de vie familiale. À ce stade de la vie, la méfiance pèse comme une faute. Après tout, nous avons été élevés dans la croyance que les liens du sang sont sacrés, que se méfier d'un parent est un défaut moral. Le menteur le sait. Il s'appuie sur cet héritage culturel pour utiliser la confiance comme monnaie d'échange. Quiconque ose douter est alors considéré comme ingrat, froid, incapable de maintenir l'harmonie familiale. Mais voici le point crucial. La vérité n'exige pas d'être constamment réaffirmée. Quand quelqu'un insiste pour demander de la confiance, quand la question est répétée à différents moments, c'est le signe que quelque chose ne va pas. La confiance authentique se construit dans la pratique, au quotidien, par des gestes et des attitudes cohérents. Elle n'a pas besoin d'être exigée, seulement reconnue. C'est pourquoi l'enseignement central est le suivant. Méfiez-vous de l'insistance. La question peut sembler être une demande de proximité, mais en réalité, elle est le signe que le mensonge cherche un terrain fertile pour se maintenir. D'un point de vue machiavélique, cette stratégie s'explique par le fait que tout pouvoir a besoin de légitimité. À la maison, la légitimité ne vient pas des titres ou des couronnes, mais de la confiance. Si elle est ébranlée, le menteur perd de son influence. Par conséquent, pour garder le contrôle, il doit réaffirmer qu'il est digne de confiance. C'est un calcul froid, déplacer le poids de la preuve de l'autre côté, forçant la victime à reculer. C'est là la véritable essence de la manipulation. Transformer le doute en faiblesse et le mensonge en vertu. On peut observer un exemple courant dans les situations de conflits financiers ou d'héritage. Imaginez un frère qui, face à des questions sur la gestion des biens, répond par la phrase « Tu ne me fais pas confiance ?» Il ne répond pas à la question objective sur les comptes, les documents, les décisions, mais fait appel au lien émotionnel. Si l'autre recule par culpabilité, le jeu est gagné, le mensonge est maintenu, non pas parce qu'il a été prouvé, mais parce que la confiance a été imposée comme un devoir moral. C'est du théâtre machiavélique à l'état pur. Pour ceux qui ont vécu de multiples expériences familiales, le défi consiste à apprendre à séparer l'affection de la clarté. Faire confiance ne signifie pas fermer les yeux. Au contraire, l'amour authentique supporte la transparence. Celui qui exige une confiance absolue, sans permettre aucune question, ne recherche pas l'harmonie, mais le pouvoir. C'est là que la leçon de Machiavel devient précieuse. Il nous montre que la réalité doit être vue sans illusion, que croire aux apparences peut coûter cher, et que la naïveté, même au sein de la famille, peut mener à la ruine. La manière de résister à cette manipulation n'est pas de répondre avec colère, ni de se blâmer pour avoir posé des questions. Il s'agit d'adopter une attitude ferme et sereine, observer les faits, analyser les comportements, exiger de la clarté. Face à la question « Tu me fais vraiment confiance ?», la réponse ne doit pas être immédiate. Le silence peut être plus éloquent que la justification, car, au fond, celui qui est sincère n'a pas besoin de mendier la confiance. Il la gagne naturellement, par la cohérence entre ses paroles et ses actes. La leçon que nous tirons de ce premier sujet est donc claire. Lorsque la confiance est utilisée comme une arme, désamorcer le jeu non pas avec émotion, mais avec lucidité. Le mensonge ne survit pas à l'observation attentive. Machiavel nous enseigne que gouverner, c'est comprendre la nature humaine sans voile. À la maison, cela signifie reconnaître que même des questions apparemment innocentes peuvent cacher les manœuvres les plus calculées. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Si la première stratégie du menteur est de demander la confiance, la deuxième est de feindre l'innocence offensée. La question « Tu penses que je ferai ça avec toi ?» n'est pas posée pour obtenir une réponse, mais pour produire un effet immédiat, paralyser l'accusation. Le manipulateur revêt le masque de l'indigné comme si le simple doute était une agression. C'est à ce moment-là que la victime, au lieu d'aller de l'avant, recule, se sentant dure ou injuste. Le faux innocent sait que l'indignation théâtrale fonctionne mieux que n'importe quelle justification. Machiavel avertissait déjà que les hommes jugent davantage par ce qu'ils voient que par ce qui est. La réalité intérieure importe peu. Ce qui compte, c'est la mise en scène extérieure. Dans le théâtre du mensonge familial,
La performance de l'innocence vaut plus que la vérité elle-même. Quand quelqu'un interrogé répond avec choc et étonnement, l'observateur moins attentif conclut « S'il s'est senti si offensé, c'est parce qu'il n'aurait pas pu faire cela ». Ainsi, le masque cache la réalité. Et le jeu psychologique est gagné non pas par l'argument, mais par l'apparence. Ce recours est encore plus dangereux au sein de la famille, où le poids de la confiance et de l'intimité crée un terrain fertile pour la manipulation. Un enfant confronté à un comportement suspect peut répliquer avec indignation « Tu penses que je ferais ça à ma propre famille ?» Un frère, mis sous pression à propos d'une erreur financière, peut se défendre de la même manière. Le mécanisme est toujours le même. Transformer l'accusation légitime en offense morale, en inversant les rôles. L'accusateur, qui cherchait simplement à clarifier les choses, se sent alors coupable d'avoir douté. Vous qui avez déjà des décennies d'expérience, vous devez reconnaître le schéma caché derrière ce type de phrase. La question elle-même est rhétorique. Elle ne cherche pas le dialogue, mais l'imposition. Son objectif n'est pas de clarifier les faits, mais de contrôler le récit. Lorsque la personne offensée feint la surprise, elle détourne l'attention du contenu vers l'émotion. La vérité n'est plus le centre d'intérêt. L'intensité de l'indignation devient le centre d'intérêt. Et comme l'enseignait Machiavel, les gens ont tendance à croire davantage au spectacle qu'à la substance. Il est important de noter que cette tactique fonctionne précisément parce qu'elle fait appel au lien affectif. Quiconque ose se méfier d'un parent se sent doublement coupable. D'abord pour le fait lui-même, ensuite pour la réaction exagérée qui génère un malaise. La victime se tait pour éviter d'autres conflits et le mensonge reste intact. Ainsi, la manipulation réussit non pas par la force, mais par le théâtre émotionnel. Tel est le pouvoir de la mise en scène machiavélique dans la vie privée. Mais comment y résister? La première étape consiste à ne pas se laisser tromper par l'intensité de la réaction. L'indignation n'est pas une preuve d'innocence. Elle peut n'être qu'un moyen de persuasion. La deuxième étape consiste à rester concentré sur les faits et non sur le drame. Si la question se pose « Tu penses que je ferais ça avec toi ?» La solution n'est pas de reculer, mais de répéter sereinement la question initiale. Ceux qui ont les idées claires n'ont pas besoin de se perdre dans la mise en scène de l'autre. Cette attitude exige de la maturité. Séparer l'émotion de l'évidence, l'amour de l'analyse. Machiavel dirait que, dans le jeu du pouvoir, il est essentiel de ne pas se laisser tromper par les apparences, car elles sont toujours façonnées pour séduire ou tromper. À la maison, cela signifie reconnaître que l'indignation peut être calculée. C'est un moyen de contrôle psychologique, tout comme dans le domaine politique. Les discours enflammés sont utilisés pour masquer des intentions cachées. Le dirigeant décrit par Machiavel n'hésite pas à feindre la vertu. Le parent manipulateur n'hésite pas à feindre l'offense. On en trouve un exemple clair lorsqu'un membre de la famille, confronté à un secret bien gardé, réagit immédiatement avec stupéfaction. « Tu crois vraiment que je serais capable de te cacher quelque chose ?» La scène semble convaincante. Il y a peut-être des larmes, peut-être une voix tremblante. Mais les larmes et la voix tremblante ne sont pas des preuves. Ce ne sont que des instruments de mise en scène. Le reconnaître est libérateur, car cela déplace le regard de l'émotion vers la logique. Et, en fin de compte, c'est la logique qui révèle la vérité. La leçon est simple et dure. Ne confondez pas indignation et innocence. Souvent, le menteur n'a rien à prouver. Il lui suffit de feindre la surprise et de rejeter la faute sur celui qui a osé poser la question. L'antidote consiste à rester calme, à ne pas reculer devant la théâtralité et à continuer à rechercher des faits et non des émotions. La question « Pensez-vous que je ferai cela avec vous ?» n'a de pouvoir que si elle est acceptée comme réponse. Si elle est traitée pour ce qu'elle est réellement, un écran de fumée, elle perd immédiatement son pouvoir. Par conséquent, la deuxième leçon que Machiavel nous offre à travers ce miroir familier est claire. Ne vous laissez pas aveugler par le théâtre de l'incrédulité. La vérité peut être silencieuse, mais le théâtre du mensonge fait toujours du bruit. Le sage, celui qui a vu tomber de nombreux masques au cours de sa vie, apprend à ne pas se laisser impressionner par le spectacle, mais à regarder au-delà. Car, en fin de compte, la meilleure défense contre la manipulation n'est pas l'émotion, mais la lucidité. Nous arrivons maintenant à l'une des questions les plus dangereuses de l'arsenal du menteur familier. Qui t'a dit ça? À première vue, cela semble être une simple tentative d'éclaircissement. Mais en réalité, il s'agit d'un mouvement classique de pouvoir. Avant d'affronter la vérité, le manipulateur cherche à détruire la source.
L'intention n'est pas de clarifier le fait en discussion, mais d'affaiblir ceux qui ont exprimé leurs doutes, en isolant la victime et, si possible, en intimidant ceux qui ont osé révéler l'information. Machiavel, en réfléchissant à la politique, rappelait qu'un prince sage n'affronte jamais l'ennemi de front sans avoir d'abord affaibli ses alliés. Le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force, mais aussi sur la division des soutiens de l'adversaire. Le menteur au sein de la famille applique exactement cette tactique. Lorsqu'il est confronté, il détourne l'attention. Il ne répond pas sur sa propre conduite, mais exige que la victime révèle l'origine du soupçon. Ainsi, un nouveau champ de bataille est créé non plus sur la vérité elle-même, mais sur ceux qui ont osé la révéler. Cette stratégie a deux fonctions principales. Premièrement, semer la peur. Celui qui a révélé quelque chose est alors considéré comme une cible de représailles, de critiques ou d'exclusion. Ainsi, les autres membres de la famille réfléchissent à deux fois avant de partager des informations. Deuxièmement, rompre les liens de solidarité. En forçant la victime à révéler sa source, le manipulateur sème la méfiance entre frères et sœurs, cousins, parents et enfants. Ceux qui devraient se soutenir finissent par se diviser, et le menteur, libre de toute alliance contre lui, préserve sa position. C'est un jeu qui consiste à diviser pour régner, aussi ancien que la politique elle-même. Un exemple quotidien permet d'illustrer ce phénomène. Imaginez qu'une fille découvre qu'un frère a caché des informations sur l'héritage. Lorsqu'elle le confronte, elle entend immédiatement « Qui t'a dit ça ?» Si elle répond, elle trahit le parent qui lui a confié l'information. Ce dernier sera alors accusé d'intrigue, et le problème central, la dissimulation d'informations, sera oublié au milieu de nouveaux conflits. Au final, la vérité disparaît, et le menteur échappe au piège, intact. Vous connaissez bien ce genre de manœuvre. Tout au long de votre vie, vous avez souvent été témoin de la façon dont une simple révélation peut se transformer en guerre fraternelle, non pas parce que le fait lui-même était discuté, mais parce que la source a été exposée. Voici la leçon essentielle. Ne tombez pas dans le piège de répondre. L'objectif du manipulateur est de déplacer la discussion sur un terrain émotionnel, où la victime se sent obligée de se justifier. La façon de résister est de rester concentré sur l'essentiel. Peu importe qui l'a dit, ce qui importe, c'est que cela s'est produit. La vérité doit rester au centre, pas son origine. D'un point de vue machiavélique, cette tactique montre également comment le pouvoir est soutenu par des récits. Le dirigeant reste fort tant qu'il parvient à contrôler le flux d'informations. Dans la sphère familiale, le menteur sait que si les liens de solidarité sont préservés, son mensonge ne durera pas. Il tente donc d'affaiblir ces liens en créant un climat de méfiance. Plus la famille est divisée, plus il est facile de maintenir le mensonge. Le remède à cela, comme le recommanderait Machiavel, est la clarté stratégique. Ne pas trahir ses alliés, ne pas changer d'objectif, ne pas accepter que le jeu soit déplacé. Il est également important de comprendre comment cette question agit sur le plan psychologique. Lorsqu'on l'interroge sur la source, la victime se sent acculée. Si elle ne répond pas, elle semble évasive. Si elle répond, elle trahit la confiance de quelqu'un. Le menteur gagne de toute façon, à moins que la victime ne comprenne la nature du piège. Le secret est de comprendre que cette question ne mérite pas de réponse. Ce qui mérite une réponse, c'est le comportement suspect qui l'a suscité. Le reste n'est qu'un écran de fumée. La sagesse ici est double, protéger les sources et préserver la vérité. Il ne s'agit pas de cacher des informations par peur, mais de comprendre que la confiance entre alliés est la seule défense contre la manipulation. En refusant de révéler qui vous a informé, vous protégez le réseau de solidarité et maintenez le débat à sa place. Le mensonge ne survit pas lorsque les faits restent clairs, et c'est ce qu'il faut rechercher. Par conséquent, face à la question « Qui vous a dit cela ?», la réponse ne réside pas dans les noms mais dans la fermeté. Machiavel nous enseigne que celui qui contrôle le récit contrôle le pouvoir. En refusant de révéler vos sources et en insistant sur le fait lui-même, vous privez le menteur de son arme principale, la division. Et en protégeant les liens de confiance au sein de la famille, vous ne vous contentez pas de combattre le mensonge, vous renforcez également la seule force capable de le surmonter, l'union. Peu de phrases ont autant de poids émotionnel que celle-ci. Vous me traitez de menteur. Contrairement aux questions précédentes, qui cherchaient à détourner l'attention, à blâmer ou à dramatiser, nous avons ici une attaque directe, une offensive pure et simple. C'est une tentative de transformer une simple question en un duel d'honneur. Et dès que cette phrase est prononcée,
La discussion ne porte plus sur des faits, mais sur des étiquettes et des réputations. Maciol observait qu'un dirigeant habile n'attend jamais passivement une accusation. Au contraire, il doit anticiper et inverser le récit. C'est exactement ce que fait le manipulateur à ce moment-là. Il se rend compte que la vérité est sur le point d'être révélée, et pour ne pas rester sur la défensive, il prend les devants. Au lieu de répondre à la question, il formule une contre-accusation déguisée en question. Ainsi, il oblige l'autre à se justifier. « Non, je ne te traite pas de menteur, je voulais juste comprendre. » Le menteur gagne du temps, change le sujet et surtout, déplace le rapport de force. Ce mouvement psychologique est extrêmement efficace car il touche au domaine de la moralité. Être traité de menteur, c'est être classé dans la catégorie des indignes, des faux, des méprisables. Personne ne souhaite porter ce fardeau. Le manipulateur le sait et joue avec la sensibilité de sa victime. La phrase n'est pas seulement une défense, c'est une attaque qui vise à humilier celui qui a osé douter. L'objectif est simple, faire reculer l'autre, intimidé par le risque de paraître injuste ou cruel. Pour le public des plus de 50 ans, cette scène est familière. Qui n'a jamais vécu une conversation où, après avoir soulevé un doute légitime, il a été confronté à cette question cinglante, et soudain, au lieu d'enquêter, il s'est mis à s'excuser? C'est l'effet recherché. En inversant les rôles, le menteur oblige l'accusateur à assumer la position inconfortable d'agresseur. Ce qui n'était auparavant qu'un doute sur des faits se transforme en une attaque contre l'honneur, et rares sont ceux qui ont l'énergie nécessaire pour soutenir ce conflit sans se sentir coupable. Cependant, comme nous l'enseignait Machiavel, c'est précisément là que réside la clé de la stratégie, ne pas permettre que le conflit soit déplacé. Le prince sage, disait-il, ne s'attache pas aux apparences, mais à la réalité concrète. Il en va de même dans le milieu familial. La question « Est-ce que tu me traites de menteur ?» est un piège émotionnel. Si la victime accepte le jeu, elle perd le cap. Mais si elle reste concentrée sur les faits, elle démantèle la mise en scène. La réponse n'a pas besoin d'être agressive. Il suffit d'être ferme. Je ne te traite de rien. Je te demande simplement ce qui s'est passé. En ramenant la conversation à la réalité, l'attaque perd de sa force. Cette attitude exige une certaine maturité émotionnelle. Il n'est pas facile de résister à l'impact d'une accusation indirecte, surtout lorsqu'elle vient d'un enfant, d'un frère ou d'un conjoint. Le lien affectif augmente la charge psychologique. Mais la sagesse acquise au fil des ans aide à comprendre que le bruit émotionnel ne correspond pas toujours à la vérité. Souvent, plus quelqu'un insiste pour rejeter l'étiquette de menteur, plus il y a de raisons de le soupçonner. La véritable innocence se prouve par des faits, pas par des indignations. Il est utile de rappeler que Machiavel séparait la politique en deux dimensions, celle des apparences et celle de la réalité. Le manipulateur joue avec les apparences, créant des tempêtes de mots pour masquer la réalité. Mais ceux qui gardent les pieds sur terre, concentrés sur les faits, ne se laissent pas emporter par la tempête. L'art de résister consiste à ne pas laisser l'émotion prendre le pas sur la raison. Au fond, cette question ne porte pas sur la vérité ou le mensonge. Elle porte sur le pouvoir. Celui qui contrôle le récit contrôle la relation. Un exemple permet de clarifier les choses. Imaginez un père qui interroge son fils sur des incohérences dans un récit. Au lieu d'expliquer, le fils rétorque « Tu me traites de menteur ?» Si le père recule, il se sentira injuste. Mais s'il insiste calmement « Je ne te traite de rien, je veux juste comprendre pourquoi les faits ne concordent pas », le jeu change. L'offense perd son effet, et l'attention se reporte sur ce qui importe, la vérité. C'est ainsi que l'on vainc la manipulation sans entrer en guerre ouverte. La leçon est donc claire. Face à cette phrase, ne tombez pas dans le piège de l'honneur bafoué. Le manipulateur veut transformer le doute en offense, l'enquête en attaque. N'acceptez pas ce déplacement. Revenez toujours au point de départ, les faits concrets. Machiavel nous rappelle que celui qui domine la réalité, et non les apparences, gagne la partie. Dans le cadre familial, cela signifie rester serein, ne pas se laisser intimider par l'attaque frontale et surtout, ne pas perdre de vue que la vérité n'a pas besoin d'être défendue de manière dramatique, elle se suffit à elle-même. Si jusqu'ici nous avons vu la manipulation par la confiance, l'innocence théâtrale et l'inversion des rôles, nous entrons maintenant dans l'une des formes les plus subtiles et les plus destructrices de tromperie, la culpabilisation de la victime. Lorsque le menteur se sent acculé, il pose la question suivante « Pourquoi doutes-tu toujours de moi ?»
La manœuvre est ingénieuse. Au lieu de répondre sur le fait en question, il met l'accent sur l'attitude de l'autre. Le problème n'est plus le mensonge, mais la méfiance. L'accusé devient l'accusateur et la victime, sans s'en rendre compte, commence à se sentir coupable. Machiavel comprenait que la force ne réside pas seulement dans l'épée ou l'armée, mais aussi dans le contrôle psychologique. Un gouvernant sage, disait-il, conquiert autant par la peur que par la persuasion. Au sein de la famille, le menteur fait de même. Il utilise le pouvoir des mots pour inverser la responsabilité. Il n'a pas besoin de prouver son innocence. Il lui suffit de convaincre l'autre que la méfiance est un défaut moral. Ainsi, il préserve sa position, même si le terrain sous ses pieds est plein de contradictions. Cette question a un impact profond car elle touche un point sensible pour tout le monde. Personne n'aime être considéré comme méfiant. La confiance est une valeur sociale et affective, en particulier au sein de la famille, où nous apprenons dès notre plus jeune âge que douter de ses proches est synonyme d'ingratitude. Le manipulateur le sait et utilise cet héritage culturel à son avantage. Au lieu d'insister sur ce point, la victime commence à se justifier. Ce n'est pas que je doute toujours, c'est juste que cette fois-ci, j'ai trouvé ça bizarre. Et ainsi, sans s'en rendre compte, elle se met déjà sur la défensive. Le sujet de la conversation change complètement. Cette technique est épuisante, car elle sape la sécurité intérieure de la victime. Confrontée à plusieurs reprises à l'accusation de « toujours douter », la personne en vient à se considérer comme problématique, incapable de faire confiance, difficile à vivre. La manipulation fonctionne parce qu'elle déplace le poids émotionnel. Le menteur préserve son image, tandis que l'autre porte le fardeau de la culpabilité. C'est un jeu subtil mais dévastateur, et avec le temps, il peut même miner l'estime de soi de ceux qui se laissent piéger. Machiavel dirait que le véritable pouvoir réside dans le contrôle du récit. Ici, le récit créé est le suivant. Peu importe ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, ce qui importe vraiment, c'est que vous ne me faites pas confiance. Et c'est là le véritable problème. Si la victime ne se rend pas compte du piège, elle tombe dans le jeu. Au lieu de continuer à enquêter sur des faits concrets, elle se perd dans des explications émotionnelles, essayant de prouver qu'elle n'est pas méfiante, qu'elle voulait juste mieux comprendre. À ce moment-là, le menteur a gagné. Le mensonge a disparu de la scène, remplacé par le théâtre de la culpabilité. La leçon pratique pour le public mature est claire. Douter n'est pas un crime. Au contraire, c'est de l'autodéfense. La naïveté peut être un luxe de la jeunesse, mais dans la vie adulte, surtout après 50, 60 ou 70 ans, la prudence devient une vertu. Remettre en question, demander des éclaircissements, examiner les incohérences, tout cela est un signe de maturité et non de méfiance malsaine. Machiavel, avec sa vision réaliste de la nature humaine, nous rappellerait que croire aveuglément est le chemin le plus court vers la ruine. Mieux vaut être accusé de méfiance que d'être manipulé par sa propre bonne foi. Un exemple peut aider à fixer la leçon. Imaginez une mère qui remarque des incohérences dans les propos de son fils au sujet de l'argent. Lorsqu'elle lui pose des questions, il répond « Pourquoi doutes-tu toujours de moi ?» Si elle recule, honteuse, la vérité se perd. Mais si elle répond fermement, ce n'est pas toujours le cas. Mais aujourd'hui, j'ai des raisons de m'interroger. Le jeu change. Elle n'accepte pas le renversement de situation, n'assume pas la culpabilité et en même temps, reste concentrée sur les faits. C'est une façon de résister sans entrer en guerre, mais aussi sans se soumettre. Ce type de maturité est essentiel. La génération plus âgée porte souvent le poids de vouloir préserver l'harmonie familiale à tout prix. Mais, comme l'enseigne Machiavel, l'harmonie construite sur le mensonge est fragile et dangereuse. Il vaut mieux supporter le malaise d'être traité de méfiant que de vivre prisonnier d'un théâtre de manipulation. La dignité consiste à rester clair et non à céder au jeu psychologique. La leçon de ce 5e sujet est donc simple et puissante. N'acceptez pas la culpabilité qui ne vous appartient pas. Lorsque vous entendez « Pourquoi doutes-tu toujours de moi ?» rappelez-vous que le doute, dans ce contexte, est un signe de lucidité. Et comme le dirait Machiavel, seul celui qui voit le monde tel qu'il est, et non tel qu'il aimerait qu'il soit, peut résister au rouage du mensonge. Le doute, loin d'être une faiblesse, est le bouclier de la maturité. Après avoir épuisé les armes de la confiance, de l'innocence théâtrale, de l'inversion des rôles et de la culpabilisation, le menteur lance sa flèche la plus perfide, le chantage émotionnel.
La question « tu ne m'aimes plus » semble fragile, chargée de douleur et de vulnérabilité, mais c'est en réalité un piège sophistiqué. L'objectif n'est pas de comprendre les sentiments, mais de transformer toute tentative d'enquête en preuve d'affection. Le doute légitime est alors considéré comme un manque d'amour. Machiavel disait que les hommes sont davantage motivés par la peur et le désir que par la vertu. Le menteur connaît bien cette logique et l'adapte au domaine intime. Il sait qu'au sein de la famille, la peur de perdre l'amour et le désir de maintenir des liens forts sont des forces puissantes. Ainsi, au lieu de répondre aux faits, il fait appel à l'émotion la plus sacrée. En entendant cette question, la victime se trouve face à un dilemme cruel. Poursuivre sa quête de vérité ou prouver qu'elle aime toujours. Dans les deux cas, le manipulateur semble sortir vainqueur. Cette stratégie est d'autant plus efficace qu'elle détourne la morale. Aimer signifie ne pas remettre en question. Le silence devient un signe d'affection. La soumission est rebaptisée preuve de loyauté. Peu à peu, un climat s'installe dans lequel la vérité est considérée comme l'ennemi de l'amour. Le menteur se cache derrière cette fausse équivalence. Si tu m'aimes, tu ne dois pas douter de moi. Ainsi, toute tentative de clarification est étouffée avant même d'avoir commencé. Vous qui avez souvent été confronté à des relations complexes, vous connaissez le poids de cette manipulation. Des parents qui ont entendu leurs enfants leur dire « Tu ne me fais pas confiance parce que tu ne m'aimes pas vraiment ». Des conjoints qui, face à des soupçons légitimes, ont été confrontés à la même question cinglante. Dans tous les cas, la douleur est la même, voire l'affection utilisée comme monnaie d'échange. Le chantage émotionnel ne fait pas que détourner la conversation, il touche le cœur, là où nous sommes le plus vulnérables. D'un point de vue machiavélique, c'est un coup brillant et pervers. Tout comme un dirigeant utilise des symboles, des cérémonies et des gestes pour retenir ses sujets par l'émotion, le menteur familial utilise l'amour comme outil de contrôle. Il n'a pas besoin de présenter de preuves, il lui suffit d'insinuer que la remise en question met en péril le lien. Et comme l'être humain craint la solitude et le rejet, beaucoup préfèrent renoncer à la vérité, plutôt que de risquer de perdre l'affection. C'est là que la manipulation triomphe. Mais il y a un enseignement fondamental. Le véritable amour n'a pas besoin d'être protégé par le mensonge. L'affection authentique ne craint pas les questions, ne fuit pas la transparence, ne s'émeut pas de la recherche de clarté. Au contraire, elle se renforce lorsque les faits sont révélés. Celui qui associe l'amour à la soumission pratique la tyrannie, pas l'amour. Et comme le rappelait Machiavel, la tyrannie peut même se maintenir pendant un certain temps, mais toujours au détriment de la liberté des autres. Pour résister, il faut clairement séparer l'amour de l'obéissance. Aimer, ce n'est pas fermer les yeux, mais rester présent même face à une vérité difficile. La maturité nous enseigne qu'un lien fondé sur le mensonge n'est pas un lien, c'est une prison. Et qu'un parent qui exige le silence au nom de l'amour ne demande pas de l'affection mais du pouvoir. La voie à suivre est donc celle de la fermeté sereine. Je t'aime, mais cela ne m'empêche pas de vouloir la vérité. Cette phrase simple désamorce le piège, car elle enlève toute force au chantage sans nier le sentiment. Un exemple peut illustrer cela. Imaginez un mari qui, interrogé sur des incohérences, répond « Tu ne m'aimes plus ?» Si la femme recule de peur de paraître froide, le mensonge demeure. Mais si elle reste calme et dit « Mon amour ne se mesure pas à ma capacité à me taire », aimer, c'est aussi vouloir la clarté. Le jeu change. Le menteur perd le monopole du discours et le lien véritable trouve un espace pour s'épanouir. À 50, 60, 70 ans, nous apprenons que la pire trahison n'est pas celle de l'ennemi, mais celle de l'affection qui se transforme en outil de manipulation. Le cœur peut vaciller, mais l'esprit doit rester lucide. Machiavel nous rappellerait que dans toute relation de pouvoir, l'émotion est une arme. Au sein de la famille, c'est l'amour qui est généralement capturé pour servir cet objectif. Reconnaître cela est douloureux, mais aussi libérateur. La leçon de ce 6e sujet est donc claire. Ne laissez pas l'amour être détourné. Remettre en question ne signifie pas cesser d'aimer, mais se protéger et protéger le lien d'un mensonge corrosif. Ceux qui utilisent l'affection comme bouclier pour le mensonge n'aiment pas, ils dominent seulement. Le véritable amour, celui qui résiste au temps, ne craint pas la vérité, il s'épanouit en elle. Lorsque tous les autres masques ont déjà été utilisés, la confiance forcée, l'innocence feinte, l'inversion des rôles, la culpabilisation et même le chantage émotionnel, le menteur lance son dernier recours, le doute stratégique. Il n'a rien à prouver, il n'a pas besoin de présenter des faits.
Il n'a pas besoin de soutenir des arguments solides. Il lui suffit de lancer cette question venimeuse. Et si j'avais raison et vous tort? Cette simple phrase a le pouvoir de déstabiliser même les plus fermes. Après tout, qui peut garantir avec une certitude absolue qu'il ne se trompe pas? L'esprit humain, même lorsqu'il est convaincu, porte toujours en lui l'ombre de l'incertitude. Le menteur le sait. Il n'a pas besoin de gagner par la vérité, il lui suffit de semer le doute. La victime, prise par l'insécurité, se retire, recule, perd la clarté qui semblait auparavant inébranlable. Machiavel disait que le dirigeant victorieux est celui qui sait créer l'incertitude chez l'ennemi. Dans les guerres et les disputes politiques, il n'est pas nécessaire de vaincre physiquement l'adversaire, il suffit de le faire vaciller. Le doute ronge la discipline, affaiblit la confiance et en peu de temps détruit la résistance. Dans le domaine familial, le manipulateur applique le même principe. Au lieu de confronter directement l'accusation, il jette le doute. C'est une façon de dire « peut-être que le problème ne vient pas de moi mais de ta vision des choses ». Ce recours est puissant car il touche au cœur même de la confiance intérieure. Tout au long de leur vie, beaucoup de gens ont appris à se méfier davantage d'eux-mêmes que des autres. Ainsi, lorsque quelqu'un suggère qu'il pourrait avoir tort, ils ont tendance à reculer. À 50, 60 ou 70 ans, nous avons déjà accumulé des expériences qui nous ont montré que, oui, nous nous sommes souvent trompés. Le menteur s'appuie sur ce souvenir pour saper notre fermeté. Il joue avec l'humilité naturelle de la maturité et la déforme pour en faire une arme contre nous. L'effet psychologique de cette phrase est dévastateur. Soudain, celui qui avait les idées claires commence à hésiter. Ne suis-je pas trop dur? N'ai-je pas mal interprété? N'est-ce pas moi qui me trompe? L'énergie auparavant consacrée à la recherche de la vérité se retourne contre soi-même. La victime ne lutte plus contre le mensonge, elle lutte contre sa propre conscience. Et c'est précisément dans ce moment de paralysie que le menteur remporte sa victoire. Mais Machiavel nous offre ici une clé précieuse. Celui qui se connaît lui-même ne se laisse pas paralyser par le doute des autres. La clarté intérieure est plus forte que l'incertitude imposée de l'extérieur. Le conseil est donc de cultiver cette fermeté. Il ne s'agit pas d'arrogance, de se croire infaillible, mais d'une confiance sereine en ses perceptions et ses expériences. Si les faits indiquent quelque chose d'étrange, le doute semé par l'autre ne doit pas suffire à annuler cette perception. Un exemple illustre bien cela. Imaginez un père qui confronte son fils à propos d'une contradiction évidente. Le fils, incapable de s'expliquer, lance « Et si j'avais raison et toi tort ?» Le père, pris par la possibilité d'avoir tort, se tait. Le silence est perçu par le fils comme une victoire, mais en réalité, ce n'était que la force du doute stratégique. Si au contraire le père reste calme et répond « Si j'ai tort, le temps le montrera. Mais d'ici là, les faits que je constate me disent autre chose. » La manipulation perd tout son impact. Il n'a pas besoin de se disputer ni de prouver quoi que ce soit immédiatement. Il suffit de ne pas se laisser déstabiliser par le doute d'autrui. C'est là que la maturité fait toute la différence. Ceux qui ont vécu plusieurs décennies savent que le doute fait naturellement partie de la vie. Mais ils savent aussi que certains doutes sont artificiels, créés pour détourner l'attention. L'astuce consiste à faire la distinction entre le doute sain, qui conduit à la réflexion, et le doute empoisonné, qui ne cherche qu'à affaiblir. Le premier est l'allié de la sagesse. Le second est l'arme du menteur. La leçon finale de cette séquence est donc claire. Ne laissez pas le doute stratégique vous priver de votre confiance intérieure. Le menteur peut semer des graines d'incertitude, mais celui qui a les idées claires ne les laisse pas prendre racine. La vérité n'a pas besoin d'être criée sur tous les toits, ni prouvée à chaque instant. Elle se maintient dans le temps. Machiavel nous rappelle que dans le jeu du pouvoir, ce n'est pas celui qui a toujours raison qui gagne, mais celui qui ne se laisse pas déstabiliser. À la maison, cela signifie rester ferme face aux questions perfides. Ainsi, lorsque vous entendez « Et si j'avais raison et toi tort ?» respirez profondément et rappelez-vous, la clarté ne naît pas de l'absence de doute, mais du courage de ne pas se laisser manipuler par lui. Ceux qui connaissent leur propre vérité restent debout, même dans l'ombre de l'incertitude. Nous arrivons à la fin de ce voyage, et la plus grande révélation est peut-être celle-ci. Les questions sont des lances invisibles. Elles n'ont pas la dureté d'une accusation explicite, ni la brutalité d'une agression ouverte. Au contraire, elles arrivent doucement, déguisées en dialogue, mais elles portent le poids de la manipulation. Ce sont des questions qui ne cherchent pas de réponse, mais le contrôle.
Ceux qui ont vécu plus de 5 décennies le savent. Certaines des blessures les plus profondes ne viennent pas de mots prononcés avec colère, mais de phrases apparemment douces, qui cachent des intentions cachées. Machiavel disait que celui qui ne reconnaît pas le jeu du pouvoir finit par être joué. Cette leçon, écrite au XVIe siècle pour les princes et les gouvernants, résonne dans nos foyers. La famille, qui devrait être un refuge, se transforme souvent en champ de bataille psychologique. Et si nous n'apprenons pas à identifier les armes subtiles de la manipulation, nous courons le risque de vivre sous le joug du mensonge, en croyant que préserver la paix équivaut à céder, alors qu'en réalité, il s'agit simplement de se soumettre. Tout au long de ce parcours, nous avons vu 7 questions récurrentes que le menteur familial utilise pour inverser les rôles, blâmer, diviser, dramatiser ou paralyser. Chacune d'entre elles a un objectif clair, détourner l'attention de la vérité et garder le contrôle. Mais toutes partagent une essence commune. Elles jouent avec nos émotions les plus profondes, la confiance, l'amour, la peur de la solitude, le désir d'harmonie. C'est pourquoi elles sont si efficaces. L'attaque ne vise pas la raison, mais le cœur. Le message final que nous laissons ici est simple et puissant. Ne répondez pas avec colère, répondez avec conscience. La colère alimente le jeu, car le menteur peut l'utiliser contre vous, vous accusant d'agressivité ou d'hystérie. La conscience, quant à elle, démantèle silencieusement le piège, car elle reste concentrée sur l'essentiel, les faits. Il ne s'agit pas de transformer la vie familiale en tribunal, mais de ne pas se laisser piéger dans des pièces de théâtre qui corrodent la dignité. Le respect dans la vieillesse ne naît pas du fait d'accepter tout en silence, ni de permettre aux autres de mener les récits à notre place. Il naît de la fermeté tranquille de ceux qui ont déjà beaucoup vu, beaucoup souffert, et qui, par conséquent, ne se laissent pas facilement tromper. Le respect n'est ni la peur ni la soumission, c'est l'attitude de ceux qui savent que la vérité peut être douloureuse, mais qu'elle n'est jamais destructrice. Ce qui détruit, c'est le mensonge répété, la manipulation constante, le chantage émotionnel qui se déguise en amour. La leçon est claire. Au lieu de déplorer le poison du mensonge, apprenez à voir ses stratégies. Reconnaissez le schéma. Identifiez quand la question ne cherche pas de réponse, mais cherche à semer la confusion. Voyez quand la confiance est utilisée comme une arme, quand l'innocence est théâtralisée, quand l'amour est détourné pour servir de chantage. Chaque fois que vous identifiez le stratagème, une partie du pouvoir du menteur s'effrite. Le mensonge a besoin de l'obscurité. La conscience est la lumière qui le dissipe. Machiavel ne prônait pas la naïveté, mais la lucidité. Il savait que les hommes sont imparfaits et que le pouvoir sous toutes ses formes tend à l'abus. Appliquer cet enseignement à la vie intime est difficile, mais nécessaire. Nous ne pouvons pas choisir la famille dans laquelle nous naissons, mais nous pouvons choisir l'attitude avec laquelle nous affrontons les dynamiques qu'elle nous impose. La dignité est le dernier bastion, et personne ne peut nous la voler, à moins que nous ne la cédions. Par conséquent, lorsque vous êtes confronté à l'une de ces questions venimeuses, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de vaincre l'autre dans la discussion, ni de prouver quelque chose immédiatement. Il suffit de rester lucide, de ne pas céder au jeu émotionnel et de conserver votre sérénité. La sagesse est le bouclier qu'aucun menteur ne peut traverser, et c'est elle, accumulée tout au long d'une vie, qui transforme la vieillesse non pas en un temps de faiblesse, mais en un temps de force silencieuse, inébranlable et digne. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.